Allez, on va pas se fâcher. Premier débat sur Boursorama. On revient sur ce nouvel épisode de tension entre Trump et la Fed. Et après, on a eu les menaces, on a eu les insultes. Et ce sont désormais des poursuites judiciaires qui sont engagées contre le patron de la Fed, Jérôme Powell. Est-ce que Trump va trop loin, Mathieu? Oui, comme souvent. Il entame un rapport de force avec le banquier central qu'il avait lui-même nommé, Jérôme Powell, en 2017, je crois. C'est vrai que c'est là qu'on voit le rôle des banques centrales et le fait qu'elles soient quand même indépendantes du pouvoir politique. C'est pour ça qu'on les a rendues indépendantes. C'est pour qu'elles ne soient pas sous la main du politique. D'ailleurs, certains disent qu'elles ne le sont peut-être pas assez, mais au moins ça permet d'avoir une stabilité. Et donc, il engage un rapport de force, il met la pression sur Jérôme Powell, qui lui rappelle, ce qui est un peu unique, je pense, en fait, dans l'histoire récente, avec une vidéo assez courte, mais assez punchy, de dire, en fait, la Réserve fédérale américaine est indépendante et elle n'a pas d'ordre à recevoir. Il a dénoncé les pressions et les menaces. Les pressions, du jamais vu. Sachant qu'il faut savoir qu'une banque centrale, elle est indépendante du pouvoir politique, elle a un mandat et elle essaye de respecter son mandat. Elle peut le faire plus ou moins bien, mais ce n'est pas le politique qui dicte à la banque centrale ce qu'elle doit faire. Alors, l'avantage pour le politique, c'est un peu, si vous voulez, l'arbitrage entre le court terme et le long terme. C'est que pour Donald Trump, ça serait bien mieux pour son économie à court terme qu'il baisse les taux. Mais au regard de la croissance, de l'inflation et d'un certain nombre de paramètres, il n'y a pas vraiment un besoin crucial de baisser les taux d'intérêt. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de dire, attention, l'histoire de la monnaie, l'histoire de la gestion et de la politique monétaire, c'est une gestion qui n'est pas juste court-termiste. Donc, c'est une vision aussi de stabilité sur le moyen-long terme, avec cette idée d'avoir un mandat qu'on doit respecter et donc de ne pas se soumettre à l'aléa politique ou au désirable politique, parce que tous les gouvernements vont souhaiter potentiellement des taux plus bas. Mais ce n'est pas bon pour la stabilité de la monnaie. Jean-Marc, vous êtes choqué ou pas par cette séquence? Il n'est jamais choqué, c'est ça que j'aime bien. Non, je ne suis pas vraiment choqué. Ce qui me frappe, c'est effectivement, il y a une espèce autour des banques centrales de discours un peu convenu, ils ont un mandat, tout ça. L'indépendance, elle est sacrée des banques centrales, non? Oh, elle est très récente, vous savez. D'abord, les banques centrales étaient indépendantes au 19e siècle parce qu'elles étaient privées. Là, elles sont publiques, sauf la Banque des États-Unis, qui est une entreprise privée, de même que la Banque nationale suisse est une entreprise privée. Et c'est en Europe que ce sont des institutions publiques. Ensuite, vous prenez une banque centrale du 19e siècle, vous regardez ses statuts, il n'y a pas une seule fois le mot inflation. C'est-à-dire que pour quelqu'un du 19e siècle, l'idée qu'on utilise la Banque centrale pour lutter contre l'inflation est une absurdité. Et le mandat autour de l'inflation est un mandat qui a été défini de façon tout à fait conjoncturelle pour la Réserve fédérale des États-Unis dans les années 70, le mandat date de 1978, et sur un modèle qui est inspiré d'un mélange entre ce qu'était la Banque centrale avant 1978 et la Bundesbank qui était en train de devenir une espèce de mythe. Bon. Quand vous regardez le mandat de la Banque centrale aux États-Unis, vous avez le fait qu'il y a trois missions. Il y a garantir la stabilité des prix, contribuer au plein emploi et maintenir des taux d'intérêt les plus bas possibles. Et donc, ce que dit Trump, c'est pourquoi on dit maintenir les taux d'intérêt les plus bas possibles. Alors, pas Trump directement, parce que lui... Directement dans son mandat, les taux bas. Il y a la stabilité financière. Non, il y a les taux d'intérêt les plus bas possibles. Okay. Et donc, avec une explication, et avec un texte de Samuelson qui commente à l'époque, et Samuelson dit bien, les deux premiers, c'est-à-dire la stabilité des prix et la lutte contre le chômage, c'est incompatible parce qu'il y a arbitrage de Phillips. En fait, le véritable enjeu de la Banque centrale, dit Samuelson, qui est quand même une référence à l'époque et encore aujourd'hui, c'est d'avoir des taux d'intérêt les plus bas de façon à ce que la dette publique coûte le moins cher possible. Et donc Trump, il est juste dans cette logique. Il dit, écoutez, enfin, vous écoutez Scott Bessent, vous écoutez la personne qui vient de nommer, qui vient de nommer à la Réserve fédérale. Ils disent, écoutez, le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que notre dette publique nous coûte le moins cher possible. Dans le fond, pour vous, Trump, il a raison, pas sur les méthodes, encore une fois, mais sur le fait de demander des taux d'intérêt plus bas à la Fed? Non, je pense qu'il a raison en posant la question de savoir est-ce que les statuts, les mandats et le discours qui entourent les banques centrales est adapté à ce qui est devenu la réalité économique. Je ne crois pas que ce soit la question qu'il pose lui. Mais il ne remet pas en cause directement, je crois qu'il ne va pas dans cette profondeur. Mais quand on écoute les gens qui sont autour de lui, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'est pas le seul. Vous avez un autre banquier central qui est sur la sellette en ce moment, c'est celui du Brésil. Pourquoi celui du Brésil? Si vous regardez, il y a 2 ans, il y a eu des manifestations contre le banquier central du Brésil parce qu'il ne baissait pas assez vite ses taux. Donc Lula
le renvoie et nomme comme gouverneur de la Banque centrale son principal conseiller économique. Et le principal conseiller économique dit, écoutez, vu la situation du Brésil, qui a un problème là de change et d'inflation, moi, je rentre véritablement dans les clous du fait qu'il faut que j'augmente les taux, ou en tout cas que je les maintienne. Et donc Lula dit, mais il m'ennuie, il doit partir. Donc je pense que... et Lula pose la question en disant, mais quelle est la véritable mission de ces gens-là? C'est-à-dire que ça ne sert à rien de dire s'ils sont indépendants si on ne leur a pas donné un mandat clair. Et donc je crois que le véritable enjeu, c'est de définir un mandat clair. Il est assez clair quand même. Mais oui et non, parce que, encore une fois, je reviens à ce qui se passe. Les taux bas, ça ne veut pas dire grand-chose. Les taux baux, c'est relatif. Donc, non, mais alors quand on regarde... Les taux d'équilibre, enfin bon. C'est des taux qui sont conformes à la croissance potentielle. Selon la règle, le taux d'intérêt égal... Le taux neutre, on n'en est pas loin aujourd'hui. Le taux d'intérêt, et justement, il n'y a pas de raison de baisser les taux. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de raison de baisser les taux. Et Trump, lui, il dit... Il faut enfin les gens qui l'entourent, il faut qu'on définisse effectivement ce que doit être le véritable taux. Est-ce que c'est taux d'intérêt égal taux de croissance? Est-ce que c'est charge de la dette doit représenter tel pourcentage dans le PIB, etc. Et donc je pense que le véritable débat, indépendamment effectivement, donc en plus il le pourchasse maintenant en disant les travaux qui ont été faits à la Fed. Si la justice est saisie, c'est pas sur sa politique monétaire, c'est sur les travaux qui ont été faits à la Fed en disant ça c'est du grand n'importe quoi. Ça. Ah oui, ça c'est du grand n'importe quoi. Mais je pense que derrière tout ça, donc comme on l'a dit, c'est-à-dire que Trump c'est du grand n'importe quoi, c'est du délire, c'est excessif, il revient en arrière, tout ça. Bon. Mais fondamentalement, autour de lui, je crois qu'il faut vérifier ce que racontent tous ces gens-là, parce que c'est assez cohérent, et d'un certain côté, ça pose des questions aux économistes. Mais fragiliser l'institution, encore une fois, qui est censée être indépendante, c'est pas prendre un risque aussi pour fragiliser la soutenabilité de l'endettement aux États-Unis, qui est un sujet. Oui. Alors, c'est surtout, en plus, la Banque centrale est aussi garante de la monnaie, le dollar, qui est quand même la monnaie de référence mondiale. Donc, ce qui se passe aux États-Unis a des répercussions sur le reste du monde aussi. Donc, au fond, cette institution, elle est là pour garantir une forme de stabilité. Et cette stabilité, c'est pour ça qu'il y a un board, c'est pour ça qu'il y a un mandat. Tout ça peut être discuté, hein. Jean-Marc l'a très bien dit, il y a un arbitrage entre inflation, chômage. L'avantage, c'est que le mandat de la Réserve fédérale américaine est quand même plus souple que celui de la BCE. Et justement, avec ce double arbitrage possible, de dire je peux privilégier peut-être à un instant donné le plein emploi ou la croissance au détriment de peut-être un peu plus d'inflation, contre justement, dans d'autres périodes, privilégier l'inflation au détriment de l'emploi. Donc c'est déjà un argument assez différent de la politique monétaire européenne qui est dite plus orthodoxe, parce que le mandat principal, c'est quand même la stabilité des prix, avant même la stabilité de la production ou le plein emploi. Donc il y a une hiérarchie qu'on n'a pas du côté américain, en tout cas, et qu'on a du côté européen. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, l'idée derrière ça, c'est que vous construisez une politique monétaire qui soit cohérente, que les marchés comprennent, que tout le monde arrive à peu près à comprendre, qui peut se faire peut-être au détriment du court terme. Peut-être qu'effectivement, il faudrait baisser les taux. Mais est-ce que c'est le bon moment ? À un moment donné, où vous montez les droits de douane, où vous avez un peu d'inflation, vous avez une croissance qui est quand même plutôt robuste. En fait, ce qu'il voudrait, Trump, c'est mettre le paquet tout le temps. C'est simple. Mais est-ce que c'est réaliste de mettre le paquet tout le temps dans une économie ? Est-ce que ça ne crée pas des risques inflationnistes ? Est-ce que ça ne crée pas des risques sur l'échange ? Est-ce que ça ne crée pas des risques de valorisation financière, de bulles, des risques sur la dette ? Alors c'est vrai que c'est pratique des taux bas. Parce que les taux bas, ça vous permet de vous refinancer à bon crédit votre économie. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup, quand il y a une crise ? Si déjà vos taux sont bas, vous faites quoi ? Vous faites des taux négatifs, ce qu'on ne peut pas faire, vous continuez dans le quantitative easing. Il y a un problème de rationalité intertemporelle qu'il n'a pas du tout, Trump. Trump, il est sur son mandat. Son mandat, c'est 4 ans. Le mandat d'une banque centrale, il n'est pas que sur 4 ans. C'est des objectifs de moyen, long terme. Donc c'est pour ça qu'on a détricoté les deux et qu'on a rendu, même si on peut discuter de l'indépendance des banques centrales et même du principe démocratique de cette indépendance, elles ont un mandat qui a un horizon qui est plus long que celui du politique. Encore une fois, moi je pense que c'est là que je suis en désaccord. Je crois que ce mandat est très court. Et je crois que le mandat qui leur a été donné, qui a été donné dans les années 70, est typiquement un mandat qui répond aux problèmes des années 70. Tout a été collé à cette époque-là, calqué sur la Bundesbank. Le mandat de la Bundesbank a été défini dans les années 50, oui. Un accord entre les Américains et les Allemands, sur la base et sur l'idée que le véritable drame... C'est l'inflation. C'est l'inflation. C'était leur histoire aussi. C'était leur histoire des Allemands et tout ça. Et depuis, je maintiens, une banque centrale du 19e siècle, elle était là essentiellement... Enfin, l'inflation, on l'a vu, ce que c'était les 10% d'inflation en zone euro aux États-Unis, c'était pas... Non mais...
Là, oui, j'entends bien. Mais l'inflation en question, c'est une inflation qui a par le crédit. La Banque centrale, elle est capable de lutter contre l'inflation en limitant l'augmentation de la quantité de monnaie. Ce qui a provoqué de l'inflation récemment, c'est pas un problème de demande, c'était pas un excès de demande lié à un excès de crédit, c'était une rupture sur une réaction de l'offre. C'est un peu différent de l'Europe. Hein, oui. Pas les mêmes, et donc la Banque centrale, la politique monétaire était totalement perpendiculaire au problème. Ça a bien marché parce que justement c'était un choc qui était un choc momentané. Et après la Banque centrale, elle a joué le rôle de la mouche du coche. Elle a dit ouh, et puis ça y est, il n'y a plus d'inflation grâce à moi. Alors que à mon avis, c'est pas du tout vrai. Et donc je pense que maintenir l'indépendance, même sans les hausses de taux de la Fed. Et de la BCE, l'inflation serait retournée dans son, son lit. Mais vous écoutez ce que disait Mme Lagarde à l'époque. Mme Lagarde avait dit... Non, ils avaient dit c'est transitoire. Ils ont tous dit c'est transitoire. Oui, c'est transitoire, c'est vrai. En parlant de l'inflation. Oui, c'est vrai, c'était transitoire. C'est des prix d'énergie. Et après quand on regarde... 4 ans, quand même. Quand on regarde le discours de la BCE, et c'est en ce sens Mme Lagarde était plus claire et plus nette que les gens de la Fed, elle a dit, écoutez, c'est aussi une occasion de normaliser une politique monétaire qui est devenue aberrante. C'est-à-dire avoir des taux d'intérêt qui sont systématiquement négatifs, c'est une aberration. Et donc, je pense qu'il faut garder le principe de l'indépendance, mais sur la base d'un mandat qui, lui, soit un mandat qui évolue dans le temps et qui corresponde à la réalité, aux besoins de l'économie au moment Jérôme Powell, c'est le seul aujourd'hui qui résiste à Trump. C'est la question qu'on se pose. En tout cas, économiquement, mais parce qu'il faut rappeler ça, hein, et Jean-Marc le rappelait aussi, c'est que le pouvoir d'une banque centrale, il est quand même énorme. Il est quand même énorme dans son action sur l'économie. Donc on rappelle, hein, mais il y a quand même 2 actions de politique économique qui sont connues. C'est la politique budgétaire qui est à la main de l'État, hein, l'État fédéral aux États-Unis. Hein, on voit nos questions budgétaires aujourd'hui dans le débat public. C'est l'instrument budgétaire. Et l'autre instrument, l'autre couple qu'on appelle le policy mix, c'est le politique monétaire. Mais le monétaire n'est pas à la main directement du pouvoir politique. Ça ne vous dérangerait pas que le monétaire soit à la main du pouvoir politique ? Ah, mais ça me dérangerait parce qu'effectivement, à ce moment-là, ça mettrait la possibilité d'avoir des dettes qui sont quasi infinies. Le véritable enjeu, d'ailleurs, ce n'est pas tellement les taux d'intérêt. Et donc, Mathieu l'a dit, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que les gens rachètent et achètent de la dette publique américaine ? C'est parce que si jamais il y a un drame, à ce moment-là, la Banque centrale le rachètera. Et le problème en Europe, c'est de savoir est-ce que Mme Lagarde va continuer à acheter, la BCE va continuer à acheter la dette publique. Pour l'instant, elle a dit, on arrête d'acheter, on ne vend pas ce qu'on détient, mais au fur et à mesure que cette dette publique arrive à échéance, on ne la renouvelle pas. Donc vous avez une forme de garantie qui était apportée au départ par les banques centrales sur la dette publique qui n'est plus au rendez-vous. Concrètement, vous regardez les États-Unis, je reviens sur les États-Unis, la charge d'intérêt a dépassé les 1 000 milliards de dollars. Oui. Et donc Trump dit, écoutez, moi je baisse le déficit budgétaire, il a baissé de 150 milliards le déficit budgétaire, grâce à ses droits de douane, tu vois, effectivement c'est un impôt, les droits de douane, bon, il baisse le déficit budgétaire, et il dit, mais il faut que j'augmente de 500 milliards le budget militaire. Donc, augmenter de 500 milliards le budget militaire, je ne peux le faire que si je paie moins pour la dette et que à 2 niveaux, c'est-à-dire immédiatement, c'est-à-dire si ma dette... C'est sa logique, vous me direz. Oui, si ma dette me coûte moins cher. Sans augmenter les impôts. Et si je n'augmente pas les impôts, et si je peux recommencer à creuser le déficit budgétaire, il ne faut pas que de nouveau ça alourdisse la facture. Donc il dit, baissez les taux d'intérêt et garantissez-moi que vous allez racheter la dette. Garantir qu'elle va racheter la dette, la Réserve fédérale n'a pas encore pris position et elle rachète systématiquement la dette. Vous avez un certain nombre de... À court terme, elle rachète la dette à court terme. La stock, elle l'a. Elle augmente. La Banque centrale de Chine, la Banque centrale du Japon ont beaucoup vendu de dettes publiques américaines l'année dernière. La Réserve fédérale a été au rendez-vous. À chaque fois que la Banque centrale du Japon arrivait sur le marché pour vendre de la dette américaine pour soutenir sa monnaie. Je crois qu'il n'y avait plus de QE, de quantitative. Alors en Europe, c'est du quantitative tightening maintenant. Oui. On bascule justement, effectivement, elle ne rachète pas la dette qui arrive à terme, et donc elle réduit son bilan. C'est moins vrai. On parle de la Fed qui rachète. C'est moins vrai. Mais la Fed, elle ne dit pas que c'est du quantitative easing ou pas. Elle rachète la dette publique, et puis c'est tout. Juste, oui. Non, mais il y a quand même un point central qui n'est pas évoqué, parce que cette question du mandat des banques centrales qui a été créée, et leur indépendance aussi pour des bonnes raisons de lutte contre l'inflation, pour faire que l'inflation soit plus un problème dans les anticipations des agents, ça a posé un certain nombre de problèmes quand même, l'inflation. Mais dans le monde actuel, effectivement, la question peut se poser de la validité des mandats qui sont respectés, mais est-ce qu'ils correspondent aux besoins des économies actuelles ? Et ça, c'est vrai que je ne suis pas sûr que, notamment pour la question européenne, ce soit une évidence. Même quelqu'un comme Olivier Blanchard, quelqu'un quand même d'assez respecté, chef économiste du FMI, chef économiste, a parlé à un moment de dire revoir les cibles d'inflation pas à 2 mais à 4. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voulez avoir un peu de marge de manœuvre avec vos monnaies, avec les questions
sur ce qu'on a, la réindustrialisation, la transition énergétique, le problème des dettes. L'inflation, elle est assez pratique pour régler le problème des dettes. Et c'est vrai qu'un monde avec une faible inflation, et un monde un peu orthodoxe, va nous poser vite des problèmes sur comment on fait pour financer la dette. Et donc, c'est vrai qu'il faut réfléchir. Alors, le truc, c'est que la Banque centrale, c'est pas parce que... Alors nous, on est un peu préservés de ça, parce que la Banque centrale européenne, elle est complètement indépendante, parce qu'on est 20 pays membres et à être propriétaires de cette Banque centrale. Donc c'est pas parce que les Français décident quelque chose que Christine Lagarde va le faire. C'est un peu différent aux États-Unis, parce que le lien, il est quand même direct entre le président des États-Unis et le banquier central. Vous partagez pas le pouvoir. Et donc, vous avez cette différence. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faudrait revoir, c'est que cette indépendance des banques centrales qui date beaucoup des années 80, dans un monde assez différent, aujourd'hui, je pense qu'elles doivent éventuellement, bien sûr, la garder, mais aussi repenser ce fonctionnement des banques centrales à l'aune des nouveaux défis, des défis économiques, budgétaires, industriels, transition, etc., qui sont peut-être des constructions du passé. Oui, pour revenir sur le cas des États-Unis et pour refaire un petit peu d'histoire, on a créé une banque centrale, Hamilton, dont on parle, le mouvement hamiltonien et tout ça. Il crée la banque centrale pour financer la dette publique américaine. Quand Jackson, dans les années 1830, Jackson dit il n'y a plus de dette publique aux États-Unis, il n'y a plus besoin de banque centrale. On arrête avec la banque centrale. Et il n'y a plus de banque centrale aux États-Unis jusqu'en 1913. En 1913, Wilson arrive et Wilson dit il y a eu une crise financière à répétition, on va recréer une banque centrale. Le secrétaire au Trésor, c'est Carter, du célèbre le Carter-Glass, du célèbre Glass-Steagall Act. Donc Carter-Glass définit un statut de la Banque centrale des États-Unis en disant vous êtes là pour stabiliser le système financier. Pour 50 ans. On dit, et dans 50 ans, on refera le point. En 1963, en novembre 1963, Kennedy dit je pars à Dallas et au retour, je signerai les nouveaux statuts de la Réserve fédérale. Bon. Hélas, on sait ce qui s'est passé. Et donc, ses successeurs ont dit, mais il faut en profiter, non pas de la mort tragique de Kennedy, mais pour se poser la question, est-ce qu'on répond vraiment aux besoins? Et donc, on définit ce statut de 78, et je maintiens, et je crois qu'on est d'accord là-dessus, on ne peut pas considérer ad vitam aeternam que la mission de la Banque centrale dans le monde est celle de la situation de l'économie américaine de 1978. Juste, enfin, saut générationnel, là, et on finit là-dessus en 30 secondes, avant de passer au deuxième sujet. Il va partir, Jérôme Powell, au mois de mai, la fin de son mandat. Est-ce que le successeur de Powell sera ou pas aux ordres de Trump ? Alors, vous avez d'abord une procédure dans laquelle, encore une fois, c'est une institution privée. Donc, il faut demander l'accord des actionnaires. Je rappelle que le principal actionnaire, c'est un Européen, c'est l'UBS. C'est le principal actionnaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Mais qui n'intervient pas du tout dans la nomination. Oh, pas du tout, non, ils se contentent on est poli avec eux et ils restent polis avec... bon, mais c'est historique, parce qu'en 1913, c'était eux qui faisaient le jeu au moment où on a créé la Réserve fédérale. Bon, et puis, il faut consulter la Réserve fédérale de New York aussi, puisque c'est une réserve fédérale, c'est une institution. Bon, ensuite, il faut l'accord du Congrès. Et puis, il y a une tradition quand même aux États-Unis de nommer plutôt quelqu'un qui a un profil d'économiste, ce qui n'est pas le cas par exemple en France. Ce qui n'est pas le cas de Jérôme Powell. Ce qui n'est pas le cas de Jérôme Powell, ce qui n'est pas le cas en France, puisque le gouverneur de la Banque centrale en France est traditionnellement un haut fonctionnaire et pas quelqu'un ayant des parchemins d'économiste. C'est bon. Donc, alors après, les noms qui circulent sont des noms. Donc, il y a Stéphane Miralles, qui est son âme d'année. Il y a Peter Navarro qui se met en avant aussi. Donc, ce sont des gens qui se prétendent économistes, qui sont économistes d'ailleurs, en ce sens qu'ils ont enseigné, ils ont publié, ils ont publié dans des revues, enfin ils ont les parchemins qui conviennent, mais ils heurtent un certain establishment, notamment new-yorkais, et donc il va y avoir une épreuve de force avant de trouver quelqu'un pour... je rappelle quand même que le prédécesseur de Powell, ça avait été Janet Yellen. Elle était relativement âgée, ça avait été assez laborieux pour trouver quelqu'un, et on était allé vers elle parce qu'on considérait que, compte tenu de son âge, elle allait faire un mandat assez court, elle n'allait pas être Greenspan. Greenspan est resté 18 ans. Et donc, un des enjeux aussi, c'est est-ce qu'on nomme quelqu'un qui a 70 ans en se disant il ne va pas durer très longtemps, ou est-ce qu'on nomme quelqu'un... Est-ce qu'il sera ou pas aux ordres du président ? Et ça dépend de beaucoup de qui va être nommé. Il y a un board aussi, donc vous ne faites pas quand même exactement ce que vous voulez, mais... Trump va pousser dans ce sens-là. Effectivement, si vous avez Stéphane Miralles, vous avez à avoir une politique monétaire qui risque d'être très différente. Très différente. En fait, il y a un côté un peu humain derrière tout ça. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qui se passe en Europe en 2012 avec Draghi ne serait certainement pas passé de la même façon avec Jean-Claude Trichet. Christine Lagarde n'a pas la même politique monétaire. Alors, il y a un board qui fait
des choses, mais il y a une interprétation du mandat. Interprétation des mandats. Et donc, si vous avez effectivement, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même analyser de près, en fonction de qui peut être nommé, vous risquez de ne pas avoir la même politique monétaire et pas avoir les mêmes effets, y compris sur les monnaies, sur le dollar, sur les risques de change, sur la soutenabilité de la dette, sur un certain nombre d'éléments, parce que c'est quand même central dans une économie et dans la macroéconomie mondiale. Juste pour conclure, quand même, le banquier central, il adopte un certain costume. Je parlais du Brésil, mais vous regardez la banquière, car c'est une dame, la banquière centrale de Russie, qui a été nommée par Poutine, qui est une créature et tout ça, et elle ne fait pas la politique monétaire qu'on attend d'elle. C'est-à-dire qu'elle essaie de défendre le rouble, elle essaie de lutter contre l'inflation, elle maintient des taux d'intérêt que l'État russe considère comme étant assassins.